Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans cette deuxième saison, je vais continuer à passer à la poêle des chefs au masculin. C'est que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque où les chefs doivent se réapproprier leur identité. Et au féminin. Je suis beaucoup plus créative avec un cadre que si on me dit tu fais tout ce que tu veux et t'as tout le champ des possibles devant toi. Des gros stocks. Il fallait que j'accepte de me mettre en danger à quelques moments de ma vie professionnelle. Des plus petites. C'est un peu l'angoisse du cuisinier aussi, c'est de montrer à nos anciens chefs ce qu'on est capable de faire. Des cuisiniers d'ailleurs. Donc la cuisine, c'est la possibilité de comprendre le monde et soi-même aussi. Et quelques entrepreneurs de la restauration qui marquent notre époque. Mais revenons à ce premier épisode de la saison, dans lequel j'ai l'immense honneur d'interviewer un grand monsieur de la cuisine, Pierre Gagnaire. C'est dangereux aussi de sortir de chez soi, mais c'était nécessaire pour plusieurs raisons. Des raisons, je dirais, de santé mentale, parce que l'obsession absolue peut amener une forme de folie. Donc cette obligation de quitter le bateau, de sortir du circuit comme ça. Donc un voyage, c'est toujours un monde, même si c'est pénible avec le décalage horaire, avec les soucis qui arrivent au pied de l'avion, c'est quand même une respiration qui fait que je quitte mes bases. Et puis, il faut le dire clairement, l'aspect financier. Aujourd'hui, on est 46 personnes, des gens qui sont avec moi depuis maintenant des années. Tous ces gens gagnent très bien leur vie chez moi. La clientèle a évolué. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à Hong Kong, d'être à Shanghai. Voilà, on est aux premières loges pour accueillir des Chinois ici à Paris. Donc voilà, c'est aussi une façon de faire le VRP, quoi. Pourquoi Pierre Gagnaire ? Parce que dans la première saison de ce podcast, à la question « Quel chef admirez-vous ?», quasiment toutes les personnes interviewées m'ont répondu Pierre Gagnaire. Enfin bon, tout ça n'était qu'une bonne excuse puisque je rêvais moi-même de passer à la poêle, ce savant fou, ce professeur tournesol de la cuisine. Chef 3 étoiles depuis 20 ans, il ne cesse pour autant de se remettre en question, et c'est sans doute cela qui fascine tant. Il nous a parlé avec sagesse de Saint-Étienne, de détails et de se faire peur. Bonne écoute. Bonjour Pierre. Bonjour. J'ai interviewé 13 chefs dans la première saison de ce podcast et à chaque fois, quand je leur demandais quel était leur chef, quel chef ils admiraient le plus, ils m'ont donné ton nom. Donc c'était un peu un rêve de t'interviewer et je suis ravie que tu nous reçoives aujourd'hui. Donc dans ce podcast, on a des auditeurs plutôt jeunes qui te connaissent aujourd'hui mais qui connaissent moins ton histoire. Donc j'aimerais revenir au début à Saint-Étienne. Tu as grandi dans le restaurant familial et je me demandais est-ce que la cuisine c'était un vrai choix ou un choix par défaut, une obligation familiale? Alors, pas de choix personnel évidemment. Enfin, pourquoi je dis évidemment? Parce que c'est aussi une époque où souvent l'aîné d'une famille reprenait le restaurant, c'est-à-dire il y a eu les Trois Roues, il y avait Berlin, même Paul Bocuse d'ailleurs, qui a pris le restaurant de son père, et puis des restaurants plus modestes, de façon très très logique que le fiston était celui qui allait s'occuper de la famille sur un mode très rural. Donc moi j'aimais pas du tout ça. J'ai pas du tout compris ce que je faisais dans cet univers. Voilà, mais bon, je me suis accroché. D'abord j'ai respecté le désir de mes parents, qui était celui de reprendre leur affaire. Et puis bon, les choses ont très vite mal tourné. On n'était pas fait pour vivre ensemble. Et puis j'avais une conception tellement particulière et différente de la cuisine que ça pouvait pas coller. À quel moment tu as pris goût à la cuisine ? Moi, d'abord, j'ai effectivement compris le pouvoir de la cuisine lorsque il m'est arrivé de faire à manger pour des copains et j'étais pas un bon technicien. Je le répète, je n'aimais pas ça, mais avec le peu d'acquis que j'avais, avec la façon dont je percevais la possibilité de contourner un produit pour en faire autre chose, j'ai pris ça comme un jeu, et ce jeu, j'ai eu la grande surprise de me rendre compte que ça amusait les gens et que je leur donnais du plaisir et que je leur donnais de l'émotion et que je les interrogeais.
Et partant de là, je dis voilà, ton terrain de jeu, ça va être la cuisine. Et puis après, il y a eu un papier qui était fait sur le premier papier fait sur mon travail en 78. Il y a eu la lecture de la carte d'Alain Chapelle. Il y a une photo des 2-3 gros posés devant une belle table rutilante avec derrière une œuvre d'art de Roger Mull. Cette photo, elle traduisait de la complicité, elle traduisait de la joie, elle traduisait du plaisir. Et ces petites choses alignées m'ont fait penser que la cuisine pouvait être un vrai moyen de donner du plaisir, de se faire plaisir et de procurer de la joie. Voilà, parce que au bout du compte, c'est le mot joie qui compte. C'est-à-dire que avoir de la joie dans ce qu'on fait. Et ça, je me suis engouffré là-dedans. Et alors, c'est de la joie, c'est très vite transformé en un calvaire assez douloureux, parce que entre ce que je rêvais et ce que je produisais, il y avait une énorme différence. Et il a fallu beaucoup travailler pour arriver à poser les principes de ce qui fait ma cuisine. Ça, cette période, c'était au restaurant, c'est quand tu as repris le restaurant de tes parents? Tout à fait, en 77, oui. 77, et tu as déménagé après en 91 dans ton propre restaurant? Non, avant. Oui, pardon, 81. Oui, 80. En 81, donc 5 ans après, t'avais vraiment besoin de te détacher de l'histoire familiale. C'était même 5 ans, non, c'était même 3 ans après. Ça a duré 3 ans où j'ai fait tout ce que je pouvais pour satisfaire à une famille qui était plutôt hostile à ce que je faisais d'ailleurs, bizarrement. J'avais pas le soutien de mes frères et sœurs. Donc un jour j'ai pris la décision en quelques secondes d'ailleurs que ça y est, il fallait tirer le rideau et faire autre chose. Et c'est autre chose, ça a été de me poser un peu plus loin dans une ville que j'aime, mais qui évidemment s'est avérée ne pas être la ville adaptée à cette activité. Voilà, donc il y a eu plusieurs combats qu'il a fallu mener. Il a fallu mener d'abord un combat effectivement contre la famille, donc leur dire non, stop. Donc ce qui était dramatique pour mes parents, hein, parce que c'était une affaire importante. C'était pas un petit bouclard. C'était un très très bel endroit, hein, et qui marchait très bien. Il y avait du monde. C'était un endroit qui était très respecté dans la région. Mes parents étaient des gens infiniment respectables. Après, il a fallu concomitamment à ça, il fallait trouver cette histoire de cuisine, la faire vivre, la développer, et encore aujourd'hui, hein, je suis dans la même démarche, hein. Je suis dans le même souci d'excellence et de recherche, et avec des codes un peu différents, parce que j'ai vieilli, parce que l'époque a changé. Voilà. Et puis un élément extrêmement important qui est l'argent. Et si je crois que les gamins m'aiment bien, c'est qu'ils sentent bien que je me la raconte pas parce que je peux pas me la raconter. C'est une espèce de cercle infernal qui est à la fois chercher, produire, de façon quotidienne, quelque chose qui doit sortir, hein. Il y a un service, c'est un train qui passe, il faut y aller, mais pas se laisser enfermer dans la routine, et en ne se laissant pas enfermer dans la routine, ça veut dire que je détruis, je réfléchis, je fais des pas de côté, et ça c'est pas rentable. C'est pas du tout rentable. Et pourtant, il faut que ça soit rentable, parce que un cuisinier, c'est pas un artiste peintre dans son atelier. On a du monde, surtout ma cuisine, elle requiert quand même une équipe qui soit quand même assez conséquente, beaucoup de produits, beaucoup de matières premières. Moi, je cuisine pas l'économie. Je crois cuisiner de façon assez généreuse, et donc tout ça c'est de l'argent, et c'est un sujet qu'il faut tout le temps avoir en tête, évidemment. Pour revenir à Saint-Étienne, j'ai lu que le lieu était audacieux. Qu'est-ce qu'il avait d'audacieux? Oh il était audacieux, il était audacieux parce que le pari était fou, mais à l'époque on est quelques-uns à avoir pris des risques énormes, hein. Marc Vera, Michel Brasse, qui sont mes deux compères de cette époque. Il y en a d'autres, mais j'étais particulièrement proche de ces deux personnes, hein, qui sont des gens que j'aime beaucoup. On a pris des risques presque insensés. Michel Brasse a réussi son pari.
dans un lieu sublime, qui était improbable pour faire ce qu'il a fait. Marc Veyrat, au bord du lac, à Annecy, il a fait un lieu qui était totalement fou. Et puis moi, dans cet hôtel particulier, j'ai tout mis, j'ai mis toute mon énergie, tout mon argent. J'ai pas compté, j'ai fait le mieux possible. En aucun cas il y avait du calcul, quoi. Voilà. Ai-je bien fait, pas bien fait? C'était audacieux, Non, c'était audacieux. Ou c'était... Oui, audacieux, oui, puisque j'avais choisi un architecte qui était très très jeune à l'époque, hein, c'est Marcelo Julia, Nassau, et donc bien sûr lui-même avait amené tout son enthousiasme, toute sa créativité, toute sa vision, mais la vision d'un gamin, et d'un gamin qui m'a fait payer ses propres erreurs, mais je l'assume complètement parce que c'est ma personnalité. Moi, je suis entier, je calcule pas trop. Et puis là, dans l'état dans lequel j'étais, d'abord, j'ai eu la chance, et c'est peut-être aussi un des éléments clés qui m'a beaucoup aidé, mais qui m'a aussi peut-être qui a fait que j'ai manqué de recul. J'ai eu très vite toute la reconnaissance des guides, et sentant que ce que je faisais était reconnu par la presse. Enfin, la presse à l'époque, il n'y a pas grand monde, hein. Il y avait Guémillot, il y avait le Michelin évidemment, il y avait un peu l'Express, et puis basta. Il n'y avait pas tous ces blogueurs, hein. Mais évidemment, j'ai senti que comme on dit, j'avais la cote, quoi, voilà. Et voilà, allez, vas-y, fonce. Et puis, et puis après, je me suis retrouvé devant un mur, qui était le mur d'une ville, le mur d'une géographie. Et c'est vrai que la génération qui est arrivée derrière moi, je parle pas des trentenaires d'aujourd'hui, hein. Il y a une génération mieux, hein, qui nous a vu, là, souffrir sang et eau pour payer nos dettes. Et ils se sont dit, on va pas s'emmerder la vie comme ça. Il n'est pas question que nous on va compter. Et donc il y a eu une époque, effectivement, on a fait ce qu'ils ont fait, des choses beaucoup plus basiques, beaucoup plus simples. Et puis il y a une autre génération qui arrive là, qui est arrivée il y a maintenant 5-6 ans, qui cherche un balancier entre la rentabilité et l'excellence. Et puis il faut le dire quand même, c'est qu'aujourd'hui il y a d'autres moyens de vivre, il y a du consulting, il y a une émission de télé, il y a des moyens de faire d'autres choses qui ramènent du beurre dans les épinards. Alors que nous avions moi j'aurais jamais imaginé ouvrir un bistrot en ayant une étoile. Aujourd'hui ils ont pas d'once, les mecs. Ils ont même pas d'étoiles, ils ont le bistrot du bistrot. Mais ils ont sur le bar à vin, l'épicerie, et le bar à vin du truc, et le bar sans vin, et le bar et sans alcool. Mais voilà, mais ils sont beaucoup plus malins que nous, hein. Nous, je suis d'une génération, on était, faut le dire quand même, obsédés par la qualité, obsédés par l'excellence totale, quoi. Et aujourd'hui, on vit une époque très internet, très Instagram, très photographiable. Moi, heureusement, je suis entouré de gens qui savent me cadrer, même cadrer, m'emmener sur des territoires qui sont pas les miens. Bon, mais enfin, au bout du compte, il faut que la cuisine elle soit bonne, hein. Moi, c'est mon point de vue, hein. Et ça a duré 15 ans à Saint-Étienne? Ça a duré 18 ans. 18 ans. Et donc, c'est les difficultés financières qui ont fait que ça a fermé. J'aurais pu continuer. C'est plus compliqué que ça. Et c'est plus noble que ça. J'aurais pu continuer en faisant quelques compromis. Mais j'étais dans une telle démarche de qualité. Et ça rejoint la première question. N'aimant pas ce métier, il était hors de question. Parce qu'à l'époque, j'avais 45 ans, hein, 44 ans. J'allais quand même pas passer la deuxième partie de ma vie à ramer pour survivre et pour faire des choses qui me plaisaient pas. Donc, sentant que je pourrais jamais continuer tranquillement et avec passion mon projet culinaire, parce que je défends un projet culinaire, voilà. Et donc, j'ai dit, allez, t'arrêtes tout. Et puis la chance a fait qu'il y a eu une terrible grève qui a mis la France par terre
en 95, qui a duré pratiquement un mois, qui a paralysé le pays. Et comme moi, j'avais vraiment pas de gras pour tenir le coup, c'était la bonne excuse pour dire j'arrête tout, je dépose les bilans, je préfère tout perdre que de ramer pendant 30 ans pour essayer de bricoler avec des trucs à la noix. Voilà, la cuisine, il y avait qu'une seule façon de la faire, c'est celle qui était dans mes tripes. Et la chance que j'ai eue, c'est de trouver un endroit parfait, qui est l'endroit où je suis toujours, au 6 rue Balzac, qui a la bonne taille, qui est bien placé géographiquement et qui effectivement me permet depuis toutes ces années de continuer à rêver ma cuisine. Voilà. Et donc c'est quoi ce projet culinaire que tu évoquais? C'est donner du plaisir aux gens, de créer un vrai lieu de poésie, de tendresse, de douceur, de gentillesse, de sincérité, voilà. Et puis, et aujourd'hui, le combat que je mène, c'est celui-ci, et puis les choses que j'ai construites ailleurs, qui sont arrivées au fil du temps, des projets sur lesquels j'ai dit oui, d'autres dit non, et qui ont mis en danger un peu mon système, parce que c'est dangereux aussi de sortir de chez soi, mais c'était nécessaire pour plusieurs raisons. Des raisons, je dirais, de santé mentale, parce que l'obsession absolue peut amener une forme de folie. Donc cette obligation de quitter le bateau, de sortir de sortir du circuit comme ça. Donc un voyage, c'est toujours un monde, même si c'est pénible avec le décalage horaire, avec les soucis qui arrivent au pied de l'avion, c'est quand même une respiration qui fait que je quitte mes bases. Et puis, il faut le dire clairement, l'aspect financier. Aujourd'hui, on est 46 personnes, des gens qui sont avec moi depuis maintenant des années. Tous ces gens gagnent très bien leur vie chez moi. La clientèle a évolué. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à Hong Kong, d'être à Shanghai. Voilà, on est aux premières loges pour accueillir des Chinois ici à Paris. Donc voilà, c'est aussi une façon de faire le VRP, quoi. Oui. Et ça, t'as commencé en 2002, la diversification, oui, 2002, avec le sketch 2002, à Londres. 2002, oui. Comment est-ce que tu choisis tes projets? Parce qu'aujourd'hui, je choisis pas. Je choisis rien. On vient me trouver, on me propose des choses. T'acceptes pas tout, quand même. Non, j'accepte pas tout. Heureusement d'ailleurs. Non, j'accepte pas tout. C'est pour ça, c'était dans ce sens-là, comment tu les choisis. J'essaie de trouver. Il faut que les gens aient envie de moi. Voilà. Il faut que les gens aient envie de travailler. Comme un acteur avec oui, mais si vous êtes moi, quand on propose quelque chose, dans ça c'est le travail de ma femme qui m'accompagne sur ces histoires, me dit qui est d'autre sur la ligne. Et mais c'est pas peine. Voilà, vous avez pas assez d'amour pour nous. C'est pas de l'ego, c'est pas de la flagornerie, c'est pas de l'arrogance. Il y a des gens, on est tellement différents. Si on est sur la même ligne au départ, c'est que le propriétaire fait son marché. C'est pas comme ça que ça peut marcher. Faut qu'il y ait de l'envie, faut qu'il y ait du plaisir. Enfin, comme tout être humain, j'ai bien sûr des gens qui aiment ce que je fais, qui aiment ma personnalité, qui respectent mon comportement. Puis d'autres, je peux les irriter, je les dérange, je les déstabilise, je leur fais pas confiance. Voilà. Donc, ne perdons pas de temps. Voilà. Donc, faut qu'il y ait une vraie envie de rentrer quand même dans mon histoire, sachant que évidemment, et ça je l'expérimente depuis maintenant 17 ans, il y a effectivement des compromis à faire, et c'est normal. D'ailleurs, ces compromis, parfois, sont intéressants, parce qu'ils me donnent un éclairage un tout petit peu différent. Et ils me disent, ah oui, mais c'est pas idiot, la façon dont ils réagissent. Donc ça, sur le plan humain, ça m'enrichit à tout point de vue. T'es présent dans combien de restaurants aujourd'hui? Je sais pas. Non, mais c'est pas, je dis pas ça par prétention, mais
parce qu'il y a les Fouquettes, il y en a plusieurs, donc voilà. On va Une dire vingtaine? Ouais, une vingtaine, mais vraiment impliqués, c'est pas 20, c'est 12, 13, voilà. Tu voyages beaucoup? Oui, je voyage beaucoup, oui. Je me demandais à quoi ressemblaient tes journées aujourd'hui. Il y a pas de, j'ai pas de, elles ressemblent à rien. Elles sont diverses et variées, comme le temps. Donc cuisines j'ai encore, ah bah oui, bien sûr je cuisine, bien sûr. C'est un besoin bien ou sûr. pas Ah oui, vraiment c'est un besoin, une nécessité absolue. Ouais. Quand tu vas dans les cuisines. D'ailleurs, là on arrive aux vacances. Là, j'ai pris quelques résolutions pour. Dont je prépare à mes chères relations publiques. Je sais pas si on dit ça comme ça. Il y a 2-3 idées que j'ai. Voilà, donc j'ai pris quelques décisions aussi. Ouais. Non. La cuisine, c'est le fondement de tout. C'est la base de tout. C'est le cœur de la crédibilité. Donc et il faut faire attention. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi la cuisine? Tout et rien parce qu'il y a tellement de choses plus importantes que la cuisine, et tout parce qu'on passe tous à table 2 fois par jour. Aujourd'hui, j'ai un plaisir fou à passer à table, ce qui n'était pas le cas avant. J'ai un plaisir fou à boire une bonne goutte de vin, à goûter un plat bien fait, même simple. Et puis, l'exercice de ce métier me fait souffrir, parfois me stresse, m'inquiète, m'angoisse, mais me donne tellement de plaisir, me donne tellement d'opportunités de rencontres, tellement de joie intime, parce que faisant mon travail d'une certaine façon, ça m'a ouvert des portes par rapport à tas de gens, par rapport à un tas de situations que j'aurais jamais vécues si j'avais pas fait ce métier. Voilà. Donc, au bout du compte, je suis très heureux de faire ce métier. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de donner des émotions. Est-ce que c'est ça qui guide ta cuisine? Ah ben, il y a que ça. C'est la clé de tout, hein. C'est pas pour faire le malin, c'est pas pour, non, c'est vraiment, provoquer cette petite étincelle émotionnelle qui fait qu'on dit, on était bien chez vous. Voilà. Et ça, on me dit ça, c'est gagné. Je voulais parler aussi de tes mélanges audacieux en cuisine. Et est-ce que tu aimes aussi surprendre, enfin, voilà, au-delà de donner des émotions aussi, un peu titiller les gens, les sortir de leur zone de confort? Oui, mais c'est pas j'ai pas de vérité là-dessus. C'est pas mon but, c'est pas peut-être une époque, ça l'était. Ça l'était parce qu'il fallait, d'abord, il y avait beaucoup moins de gens sur le marché. La formation, bien sûr, ne circulait pas. Et j'ai senti que si je voulais exister, il fallait que j'accepte de me mettre en danger à quelques moments de ma vie professionnelle. Parce que quand un journaliste il descendait à Saint-Étienne, c'était quand même une sacrée corvée, quoi. Hein. Donc, quand il était à table, j'avais intérêt à tout donner. Mais tout donner, j'aurais pu tout donner en faisant une très bonne entrecôte béarnaise. Mais j'ai bien senti que c'était pas avec ça que j'allais pouvoir exister. Donc, il y a eu quelques repas extrêmement dangereux où j'aurais pu me faire balayer, quoi. Et puis ça a passé. C'est passé. Alors aujourd'hui, mon raisonnement, il est pas le même d'abord parce que j'ai quand même écrit ma petite histoire, hein, et puis parce que aujourd'hui, en un clic, on sait ce que fait Noma, on sait ce que fait Jean-Georges ou Michel Brasse ou d'autres, ou un cuisinier au fond de la Chine, donc il suffit d'aller sur Amazon ou je sais pas quoi, et voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis pas dans la même démarche aujourd'hui. Je suis dans une démarche peut-être plus paisible, plus profonde. Ça n'empêche pas le risque, hein, ça n'empêche pas le plaisir de se faire un peu peur, quoi, quand même, hein.
Ouais. Est-ce que trouver ton style, ça a été évident? Est-ce que Oula, non, tu t'es cherché Ah longtemps? non, c'était très... Non, mais Tu cherches encore? Ah oui. Ah non, mais quand on cherche plus, on est mort. Clairement, on peut pas vivre, on peut vivre sur son acquis quelques jours, quelques heures, au pire quelques semaines. On doit toujours être sur le qui-vive pour essayer de traquer ce foutu détail. Et c'est le détail qui fait la différence, quoi. Et c'est ce détail qui fait que, on reste encore crédible, hein. Ouais. Mais crédible par rapport à soi-même. Tu cuisines avec ton cœur ou avec ta tête? Les deux. Tu parlais des tripes tout Les à deux. l'heure. Les deux. C'est les deux. Ouais. La tête est importante et si c'est que la tête qui fonctionne, en disant voilà, avec ça, je vais faire ça, je vais pouvoir, si on calcule un plan, comme un plan de carrière, quoi. Enfin, moi, je pense que c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas jouable. C'est le cœur qui prime, évidemment. C'est le cœur qui prime toujours sur la raison. Est-ce que tu t'interdis des choses en cuisine? Bah oui, ce qui est mauvais, oui, je m'interdis. Pas de mélange, non. Non, mais faut pas de barrières, mais les barrières, elles se mettent en place de façon assez instinctive. Puis parfois la barrière, parfois même si on est vigilant, parfois on fait des erreurs, hein, d'association, c'est mal réalisé. Enfin, ça se joue dans un mouchard de poche. Le bon du très bon, ça tient tellement peu de choses. Et puis ça tient pas qu'à nous, ça tient aussi au dîneur, à sa capacité à accepter ce qu'on lui offre. Et ce qu'on lui offre, il n'a pas la même valeur s'il a chaud, s'il est fatigué, s'il vient de sortir d'un rhume, s'il vient de s'enlever avec sa femme. Enfin, il y a tout un tas de paramètres qui tiennent vraiment de la psychologie, quoi, qui tiennent de la... On donne, mais si les gens n'acceptent pas ce qu'on leur donne, ça peut pas marcher. Donc, et puis il y a une rencontre qui peut ne pas se faire. Ça, C'est dur à gérer, ça, un peu les critiques des gens, enfin se remettre en question à chaque midi, chaque soir, chaque plat. Oui, mais on vit avec ça. Là, il est vraiment plus précis, où on est plus dans une espèce d'état des lieux. On dit là, il faut que je fasse. Là, faut rectifier un peu le tir. Puis alors, on parle de moi, mais c'est un travail d'équipe, hein, c'est un travail de groupe. Donc dans le groupe, il y a parfois des maillons faibles, il y a parfois des fatigues, il y a parfois des moments qui font que l'entreprise peut déstabiliser. Il peut y avoir un élément qui est malade, qui perd en être cher. Enfin, on n'est pas des machines, quoi. Et donc comme on n'est pas des machines, cette famille qui est au service de ce projet, elle a parfois ses petites souffrances. Et ces souffrances, elles peuvent déstabiliser le bateau. Voilà. Et ça, c'est à moi en tant que, là pour le coup, c'est plus le chef de cuisine, c'est bien sûr le chef d'entreprise qui doit veiller à ça, qui doit veiller à la bonne marche de l'institution. Parce qu'on est une institution, toute maison est une institution, c'est une famille. Et, quand on est chef de famille, eh bien, on va peut-être parfois aller contre la vie de quelqu'un. On va le décevoir, mais son avis est moins important que le groupe, quoi. Et c'est toujours cette relation, pour moi, c'est toujours cette relation avec le groupe qui m'importe. Les gens qui composent cette maison doivent se compléter. On vient de le vivre avec le football, là, on a bien vu cette équipe. Il y a des gens très très compétents, des gens de très grande valeur, mais ce qui a fait la qualité de cette équipe, c'est évidemment la façon dont ces jeunes gens sont managés. Et ils doivent être durs à manager, mais ils ont accepté de mettre leur talent au service d'un groupe. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, ce qui fera que ça marchera ou que ça marchera pas, c'est l'état des lieux d'un groupe, la capacité à créer une tension positive dans une équipe. Voilà. Et c'est pas évident parce que les choses changent. Les gens travaillent différemment,
pensent différemment, mettent le travail au deuxième plan derrière leur vie privée. Donc, tout le rapport au travail aussi est en train de changer. Et ça, on doit nous l'analyser. On doit l'accepter. Il s'agit pas de faire le vieux con. Il faut l'accepter, ça. Ouais. Et toi, quel genre de chef ou d'entraîneur, de manager es-tu? Moi, les gens, je les prends au sentiment. C'est à la confiance. C'est l'envie de partager un bout de route avec moi et de grimper dans une histoire qui est basée sur le respect, la gentillesse, l'envie de bien faire, l'écoute, la franchise, la clarté, la transparence, voilà. Donc, mais ça, ces mots-là, ils s'apprennent pas à coups de gueulante. Ça se traduit par des paroles, par un dialogue, moi, la vie des gens m'intéresse. J'essaie de trouver la bonne distance parce que je peux pas non plus rentrer trop dans la vie privée des gens, parce que sinon là on devient un psychiatre ou un psychologue ou un coach d'entreprise. Moi, mon rôle n'est pas là. Mon rôle c'est de leur donner ce que j'ai de meilleur, leur montrer que je les respecte, que je les aime, mais à une condition, c'est qu'ils jouent le jeu. Voilà. Mais si les gens jouent le jeu, j'accepte qu'ils soient malades, j'accepte que ça soit trop salé, j'accepte leurs faiblesses comme eux doivent accepter les miennes. Et l'ambiance est plutôt bonne dans les cuisines? Même si c'était mauvaise, je dirais oui. Oui. On est rentré tout à l'heure pour espionner. Non, c'était assez calme. Non, l'ambiance est bonne. Non, l'ambiance est bonne. Non. Il y a mais comme toujours, il y a parfois des petites tensions, mais globalement, s'il y a des gens qui sont avec moi depuis aussi longtemps, c'est que l'ambiance est de qualité, oui. On va faire une petite pause avec une interview dans l'interview. C'est une tradition dans ce podcast que j'appelle l'aller-retour. Il va falloir répondre du tac au tac. Ton âge? 68. Ton signe astrologique? Bélier. Ton plat signature? Il n'y en a pas. Ton plat préféré à manger? Il n'y en a pas. Le chef que tu admires le plus? La fameuse question. T'as pas le droit de répondre ton nom. Non, mais il y en a plusieurs. J'ai effectivement, j'ai beaucoup de respect pour Michel Brasse, Olivier Rollinger, Marc Vera, qui est un type incroyable, la famille Trois Gros, qui sont des gens formidables, c'est une tribu qui dure depuis des années, Alain Passard, qui est un talent fou, Bernard Paco, donc c'est il y en a quand même plein de gens que j'admire. Ton ingrédient préféré? La flotte, l'eau. Ton ingrédient détesté? J'en ai pas, non. Non, j'en ai pas, non. Ton ustensile fétiche? Une gomme à crayon. Ton dernier meilleur repas? Mon meilleur dernier repas. J'étais à Mougaritz il y a pas longtemps. C'est quelqu'un que j'aime énormément, qui prend des risques insensés ce type. Dans ce qu'il propose, et pareil, il y a des choses qu'on peut ne pas aimer, évidemment, parce qu'il prend plein de risques, mais il y a quand même 3-4 trucs qui sont assez bluffants quand même, assez ébouriffants. Ouais. Quel est le resto que tu aurais aimé ouvrir? J'aurais peut-être aimé être à la campagne, mais en ville, donc c'est pas possible. J'adore la ville. J'adore le petit café le matin tranquille. J'adore la nuit dans les villes. Et voilà, donc parce que je suis ni de la campagne ni de la ville. Je suis une espèce entre les deux. Même pas entre les deux. Je suis dans les deux. Dans les deux. Ouais. Quel est le meilleur compliment qu'on t'ait fait? 2 compliments. Il y en a un il y a très 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 longtemps.
C'était Samuel Fuller, ça y est, le nom m'est revenu. C'était un metteur en scène maudit qui a été chassé aux États-Unis parce qu'il était, on le prenait pour un communiste, ce type, et il a dû arrêter de tourner, il pouvait plus tourner. Et je venais de m'installer. Il était venu, quelqu'un l'avait amené de Lyon. Il dirigeait une masterclass, je crois, et il dit, je sais pas ce que j'ai mangé, mais c'était foutrement bon. Voilà. Je trouve ça génial. Et ça, cette phrase, elle résume tellement ma cuisine à l'époque, hein. Et puis une autre, il y a quelque temps, on m'a dit, t'es le Rosset Thomas de la cuisine. Alors Rosset Thomas, la plupart des gens connaissent pas Rosset Thomas. Alors en plus c'est très mal vu d'en parler, mais moi j'aime beaucoup la corrida. J'ai découvert ça quand j'étais gamin. Il y a pareil, c'est comme avoir la foi, hein. Après on peut critiquer cette activité parce que bon, c'est une activité un peu préhistorique, mais bon, et il y a un type absolument génial, comme tout génie, il se plante, mais c'est un trop héros qui s'appelle Rosset Thomas et qui travaille de façon absolument pure, quoi. Voilà. Et voilà. Donc ce compliment vous a touché? Il m'a touché parce que en fait ça pourrait être on m'a dit on aurait pu venir chez Baker, que j'aimais. Moi chez Baker, j'ai compris pourquoi j'aimais chez Baker, c'est parce que chez Baker ses silences sont peut-être plus importants encore que sa musique, ses notes. Voilà, donc mais je crois que c'est le propos de tous les gens qui font ce métier un peu de façon passionnée, c'est arriver à une pureté, à une espèce de justesse de goût, voilà. On n'y arrive pas on y arrive rarement, quoi. Et là, arriver à quelque chose qui soit extrêmement précis, et voilà, c'est le goal que tous les jours j'essaie d'atteindre. Voilà, c'est ça, que ce soit net, juste, voilà, bien fait, élégant, pas trop, mais quand même créatif. Donc cette espèce de mixte qui fait qu'on n'est pas dans la tomate, gros sel, huile d'olive, et on est dans quelque chose qui pourrait s'y ressembler, mais qui n'est pas ça. Vous voyez, c'est pas facile, hein. Et la pire critique? Il y en a eu quelques-unes, donc j'en ai pas une de précise, mais il y a forcément des critiques qui sont celles qui sont contraires de ce que je viens de dire. C'est compliqué, on sait pas ce qu'on mange, on s'y retrouve pas, voilà. Et donc ça, voilà. Ou alors des critiques qui parfois sont totalement injustes, quoi, qui sont celles voilà, les girolles, c'est pas des girolles, voilà, des agressivités parfois, mais c'est rare, hein. Honnêtement, c'est très rare. Je suis pas quelqu'un je peux pas dire que je sois un cuisinier aigri parce que ça serait vraiment injuste pour les gens qui m'entourent. Au contraire, je trouve que j'ai beaucoup de chance de vivre ce que je vis. Ok, l'aller-retour est terminé. On va reprendre les questions. Est-ce que tu crées facilement les recettes? Non, c'est pas facile. Non. C'est comme un écrivain devant sa feuille blanche ou... Oh, on peut dire ça. Ou dans son fourneau. Il faut passer un peu de temps dans le fourneau, hein. Il faut être un peu en cuisine, quoi. Il n'y a pas de secret, hein. Ouais. Donc, il faut trouver cet équilibre cuisine, réflexion, silence. Hein. C'est cette espèce de va-et-vient perpétuel entre le bruit, la fureur, le bruit, le manque d'un service, d'une cuisine qui vit, et puis le moment où on se pose, où voilà, puis on écoute surtout soi-même d'ailleurs. Moi, je lis très peu les recettes, je vais pas très peu au restaurant aussi. J'ai une espèce de dialogue intérieur perpétuel, quoi, qui désespère ma femme d'ailleurs, parce qu'elle me dit mais t'es pas là, quoi, t'es où? Je suis où? Je suis dans la cuisine. Tu t'inspires, l'art t'inspire beaucoup, la musique aussi, tu vas chercher... L'art m'inspire pas spécialement, l'art m'aide à vivre, l'art apporte de la beauté, de la clarté, mais c'est pas... Enfin, non, ça inspire ma vie, mais ça inspire pas ma cuisine. Ça fait partie de mon environnement,
C'est pour ça que j'ai répondu tout à l'heure un peu entre deux eaux là pour le restaurant idéal. L'art, ça peut être posé devant un lac, être posé face à une montagne. Voilà, et peut-être que l'art est peut-être fait il est peut-être fait pour les urbains que nous sommes. Parce que nous sommes entourés de choses un peu sordides, de choses qui sont pas très fines. Et l'art justement permet de rentrer dans des zones de contemplation qui permettent de se ressourcer, de se retrouver. Quand est-ce que tu t'es senti chef la première fois? Est-ce que tu t'en souviens? Je m'en souviens très bien. Je rentrais aux États-Unis, je suis rentré un peu précipitamment pour différentes raisons, et donc il fallait que je travaille. Et donc, c'était ma seule place de chef d'ailleurs. Je me suis retrouvé chef à Tourtour, dans le Haut-Var, un village magnifique que je vous recommande, qui est un endroit superbe. Ça s'appelle la Bastille de Tourtour. Et donc, je me suis retrouvé chef, j'avais 25 ans. Et 25 ans, à l'époque, c'était très jeune. Et on était là depuis quelques jours. Et à un moment donné, il y a un garçon qui était en face de moi, il dit « chef ». Et je me retourne, ah merde, c'est moi le chef. Wow, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais m'y prendre? Donc c'était un grand moment de terreur parce que je me suis aperçu que j'étais effectivement seul à des types qui étaient beaucoup plus âgés que moi et qui avaient vraiment pas du tout envie que je les commande, quoi. Donc j'ai dû user de beaucoup de modestie, de ruse, de modestie, de gentillesse, d'écoute, en leur disant écoutez-moi, moi j'y suis là, je sais plus pas rien, hein, bon, on va faire au mieux, et bon, ceux qui veulent rester restent, et puis alors il y en a un ou deux qui sont partis, le reste de l'équipe est resté, puis ça s'est plutôt bien passé. Et aujourd'hui, tu te sens plus chef, restaurateur, entrepreneur? Non, je me sens... cuisinier? Oui, cuisinier, oui. Oui, mais je veux pas faire comme Guy Savoy qui aborde le mot chef. Le chef, c'est... c'est chef, bon. Alors, il faut le faire, il faut le prendre avec beaucoup de délicatesse, mais effectivement, alors le mot chef est un peu raide, quoi. Mais, dans tous les cas, il faut assumer dans notre métier qu'il y a un responsable. Alors, il se trouve que dans la cuisine, on appelle ce monsieur chef. Alors, ça fait si on sort du contexte, c'est horrible, quoi. C'est ridicule. Non, moi, mon rêve, c'est trop tard, c'eût été qu'on m'appelle monsieur Pierre, comme monsieur Paul. Moi, j'ai travaillé chez Bocuse, et je trouvais que ce monsieur Paul, c'était extraordinaire. Ça voulait dire que son autorité était bien posée. C'était monsieur Paul. Et voilà, bon. Aujourd'hui, je suis plus vraiment le chef. J'ai des chefs, voilà. Je suis l'instigateur d'un projet que je me dois de faire vivre, voilà. Et puis, je suis un peu une espèce d'homme orchestre, comme mes copains d'ailleurs, hein, comme mes confrères, hein. Est-ce que tu te sens plus chef artiste ou chef artisan? Hélas, chef artiste. Et pourquoi je dis hélas? Parce que c'est beaucoup plus dangereux. L'artisan, il répète, voilà. Et c'est l'assurance de reproduire et de produire toujours le même plat, la même œuvre, en temps et en heure. Alors que moi, évidemment, ce qui a été fait détruit consciencieusement lorsque c'est au point. Je lisais le livre Les alchimistes au fourneau que tu as fait avec Hervé Tisse, et tu parlais du rapport avec la matière dedans, justement, que il y avait des chefs qui pouvaient, deux personnes pouvaient faire la même chose et que ça donnait pas du tout la même chose, qu'il y avait un fort rapport avec la matière dans la cuisine. Il y a surtout un rapport avec la personnalité et le talent de l'individu. Si vous mettez 5 personnes avec, vous faites une ratatouille, vous leur mettez les mêmes ingrédients, viennent du même maraîcher, donc pas de tricherie, les mêmes conditions de travail. Vous aurez 5 ratatouilles, il y en aura 2 qui seront imbouffables, dont une qui sera brûlée. Il y en aura peut-être une acceptable, une bonne, et puis il y en a une qui sera très 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 bonne. Voilà. C'est important ce rapport à la... c'est pas que c'est pas important, c'est capital. Ouais,
c'est capital. C'est la différence. Elle se joue dans un mouchoir de poche. Hein. Et quand je dis mouchoir de poche, c'est un timbre-poste. Hein. C'est-à-dire que c'est le petit truc qui fait que... voilà. Bon, moi je fais depuis des années, je fais pas mal de sport. Hein. Je fais notamment beaucoup de gymnastique. On peut se broyer le dos si l'exercice est mal fait. Et du coup, on obtient l'effet inverse. Donc tout se joue dans des petits détails. Et ce détail, c'est ce qu'on appelle le talent. Et ça, moi, pour dire, ça m'a pris des années, mais ça ne s'explique pas. Mais le talent, après, il faut que les talents après, le talent, le curseur n'est pas même partout. Moi, j'ai vu des gens chez moi qui n'étaient pas à leur place et qui se sont très bien sortis et qui ont pu développer leur talent ailleurs, dans d'autres systèmes. Voilà. Parce qu'évidemment, quand on fait ce que je fais, c'est bien sûr, là on est, c'est, entre guillemets, je dirais, c'est la cuisine de chef Gagnère, quoi, voilà. Donc, je ne peux pas me permettre de les laisser rentrer, c'est pas du tout par autoritarisme débile. Quand quelqu'un a une bonne idée, je la prends, au contraire, je suis preneur. Mais je défends une façon de travailler, une façon de fonctionner. Il faut que la personne se retrouve là-dedans, tout le monde se retrouve. Et c'est pas facile, hein. J'en conviens, c'est pas facile. D'ailleurs, c'est un peu ce qui inquiète un peu les gens qui entourent, à dire, mais, et d'ailleurs, moi-même, je suis surpris parce que pendant des années, j'étais, comme on dit, au four et au moulin. Je faisais tout moi-même. Et puis, bon, il y a eu ce premier projet à Londres qui m'a obligé à prendre un peu de recul. Et ça a marché. Et c'est vrai que j'arrive aujourd'hui à mieux verbaliser ma cuisine. Pas mieux, à la verbaliser. J'arrive à dire avec des mots ce que je veux pas. Alors, parfois, ça atteint peut-être pas la même prison que si je faisais moi-même. Mais clairement, c'est aussi une façon de durer. Parce que physiquement, je ne pourrais plus cuisiner comme je cuisinais il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a la fatigue, il y a une autre façon dans la cuisine qui fait que, heureusement, j'ai réussi à trouver les bons mots et les bonnes personnes pour mettre en image et en assiette ce que je veux. Au début d'année, il y a le Michelin qui célébrait tes 25 ans de 3 étoiles. Ouais. Comment fait-on pour durer et pour rester dans la tendance? Tu parlais de verbalisation, mais... Oui, mais il faut être en cuisine. Et tant que j'aurai l'énergie, évidemment, cette casse cuisine, je lâcherai pas, quoi. C'est la seule façon pour moi aujourd'hui de durer, hein. Ouais. Alors un jour, je peux passer à autre chose, mais ça nécessitera peut-être un certain nombre d'ajustements dans ma façon de travailler, dans tous les cas sur 3 étoiles. Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui? On vit. Le matin, on se lève. Pourquoi on se lève? Parce que la vie est là, parce qu'on a du plaisir à rencontrer des gens, du plaisir à produire des choses. C'est l'engagement qu'on a par rapport aux gens qui vous font confiance. Tout ça. Toutes ces petites contraintes, petites ou grandes contraintes qu'on a mises en place, elles vous obligent à rester debout, à être présent, quoi, à être à la hauteur du contrat signé avec ces jeunes gens qui sont là parce que ils sentent qu'il se passe quelque chose. Ouais. C'est les autres qui font avancer. C'est le espèce de train qui est en route et dans lequel on est. Et alors après, il faut savoir prendre du recul, il faut savoir se reposer, il faut savoir se poser, savoir se remettre en question, bon, de temps en temps. Mais c'est juste juste vivre le plaisir, exister, quoi, voilà. En gros. Je dirais, et ça c'est pour ça que j'ai fait ces choix il y a 20 ans lorsque j'ai déménagé à Paris, où évidemment j'ai tout de suite recherché un endroit où je pourrais faire ce que je savais faire, c'est donner du sens à sa vie. Voilà, donner. Et quand on donne un sens à sa vie, on la vit mieux. On n'a pas d'ulcère à l'estomac et on n'est pas aigri et voilà. Et on se pose que des bonnes questions. On se pose pas de mauvaises questions. Voilà. Et bonne question, c'est comment faire encore mieux et comment faire aussi bien qu'hier déjà. Bon, merci Pierre, c'est la fin. Mais j'aimerais te demander une recette que tu fais à la maison pour ta femme ou tes enfants.
Quelque chose de très simple. Très simple. Les œufs brouillés, moi je trouve que voilà, ça c'est un plat, voilà, c'est le truc qui réunit tout le monde facilement. Les œufs brouillés, on peut mettre des truffes, on peut mettre des fines herbes, on peut mettre un peu de fromage râpé, on peut mettre plein de choses, voilà. Pour les grands jours, on met un peu de caviar, ce que je fais jamais d'ailleurs. Hein. Donc comment voilà. tu fais Les œufs? Oui, les œufs brouillés. Battre les œufs, pas trop les battre les œufs, pour pas casser la texture de l'œuf. Évidemment des bons œufs, une pincée de sel, là, voilà. Donc, et pas trop tôt, une récipient plat épais, beurre mousseux, verser ses œufs, et après jouer, et ça j'aime bien cette idée parce que c'est aussi la cuisine, ça, c'est jouer avec le feu, avec la chaleur, donc avec un fouet tout simplement, voilà. Et lorsqu'il commence un peu à prendre, je mets si c'est pour 2 personnes, je mets une grosse cuillère à soupe de yaourt 0%, voilà. Une grosse cuillère de beurre, voilà. Et puis, voilà. Il faut trouver le bon équilibre, que le soit crémeux, mais pas baveux, et pas dur. Et puis après, effectivement, alors, ce qui est important aussi, c'est un des éléments de la cuisine en général, c'est bien prévoir ses récipients, les assiettes en l'occurrence, dans lesquelles on va verser ses œufs brouillés, et puis veiller à ce que les gens soient à table. Parce que voilà, si les gens sont pas à table, c'est râpé, quoi. Hein, un peu comme un risotto. Et la cuisine, on doit l'attendre, la cuisine. C'est pas la cuisine qui attend. Le convive doit attendre. Voilà. Et c'est ça qui est dur dans une famille, c'est que je suis pas le chef, quoi. Donc il passe à table quand il veut. Merci Pierre. Voilà. Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, vous avez l'embarras du choix puisque Pierre Gagnère signe la carte de nombreux restaurants à Paris, Bordeaux, Londres, Tokyo ou Las Vegas. Cependant, pour moi, la meilleure façon d'approcher sa cuisine reste de se rendre dans son restaurant 3 étoiles rue Balzac à Paris ou dans son bistrot gastro Gaïa dans le 7e arrondissement. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en décernant beaucoup d'étoiles sur l'application qui vous a servi à écouter l'épisode. Vous pouvez retrouver la saison précédente et les épisodes bonus sur votre appli podcast préféré, sur le site apoil-lepodcast.com et continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles, comme un certain guide gastronomique.